Il y a des moments où tu vois exactement ce qui va se passer, mais tu es trop sonné pour réagir. Ma sœur Camille s'est levée devant tout le monde et a crié que j'avais volé la bague de maman. Et mon père, sans même hésiter une seconde, m'a regardé droit dans les yeux et a dit, assez fort pour que tout le jardin entende, de vider mon sac sur la table ou de quitter sa maison. Ma propre fille était debout à côté de moi. Je n'ai pas bougé. J'ai juste regardé Camille et j'ai demandé doucement de décrire la bague, chaque détail, jusqu'à l'intérieur du jonc. Elle a commencé à parler, assurée, la voix forte. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que maman avait laissé quelque chose dans cette bague pendant les dernières semaines de sa vie. Et avant la fin de l'après-midi, celle qui croyait pouvoir me détruire devant mon enfant serait la seule à se retrouver exposée devant tout le monde. Si cette histoire te touche, dis-le moi en commentaire, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Avant de te dire ce qu'il y avait dans cette bague, il faut que tu comprennes qui était ma mère. Et pour comprendre ma mère, tu dois connaître la maison de la rue du Calvaire et le lilas qu'elle avait planté l'année avant ma naissance. La maison se trouvait dans le quartier d'Aubray, à Nantes. 2 étages, un bardage blanc, un petit perron avec une plaque en bois qu'elle avait fabriquée elle-même en 1991. Elle y avait gravé « La Maison Fontaine, bienvenue ». Elle avait emporté 3 choses du Québec quand elle avait émigré en 1977, un chapelet, une recette de tourtière et l'habitude d'écrire en français quand elle ne voulait pas que quelqu'un dans la maison lise dans ses pensées. Nous sommes arrivés quelques minutes après 13 heures, ce samedi 9 mai. Chloé, ma fille de 18 ans, était assise côté passager dans sa robe blanche d'été. Le corsage que j'avais confectionné pour elle la veille au soir était épinglé sur son cœur. Des roses blanches, un brin de lavande. Nous n'étions pas venues toutes les deux ici depuis 5 mois. Les lilas étaient en fleurs. 20 mois sans ma mère, et ces lilas respectaient encore le calendrier qu'elle avait fixé pour eux. Chloé a remarqué que les rideaux de la chambre de maman étaient tirés. Ils ne l'avaient jamais été avant. Ma mère tenait à ce que cette chambre donne sur les lilas, que la lumière du matin tombe sur sa coiffeuse. Ces rideaux étaient restés ouverts pendant 46 ans. J'ai dit à Chloé que je ne savais pas pourquoi ils étaient fermés. Ce n'était pas tout à fait vrai. Je commençais déjà à comprendre, mais je n'ai pas dit ce mot à voix haute. À l'intérieur, la cuisine sentait comme elle avait toujours senti. Café, cannelle, les sachets de lavande que maman gardait dans le tiroir à côté des torchons. Le chapelet pendait encore au placard au-dessus de l'évier. Le tableau québécois que Margot lui avait offert à Noël en 1985 était toujours accroché dans la salle à manger. Dans le couloir du premier étage, il y avait le mur de photos. 3 photos de ma sœur Camille, une de moi avec Chloé, prise pour ses 16 ans, une de maman, prise 6 mois avant sa mort. Voilà les comptes que mon père tenait. 3 de Camille, une de moi. Traverser la maison d'un parent disparu, c'est une sorte de fouille archéologique. Chaque objet est une année qu'on ne récupérera jamais. Mon père est sorti de la cuisine. Il a hoché la tête vers Chloé. Il a dit son prénom. Il n'a pas dit le mien. Depuis 20 mois, il n'utilisait plus mon prénom à moi. Il s'adressait à Chloé. Il parlait à l'air autour de moi. Pas une seule fois, depuis l'enterrement, il ne m'avait regardé dans les yeux en prononçant le mot « Isa ». Dans l'année qui avait suivi la mort de maman, c'est Camille qui avait pris en charge tout le reste. Elle emmenait papa à ses rendez-vous chez le neurologue. Elle lui tenait la main au groupe de soutien. Elle avait gagné la gratitude de chaque cousin, de chaque voisin du quartier d'Aubray, de chaque vieille connaissance de l'Association des Québécois de Loire-Atlantique. Et moi, doucement, j'avais été effacée. Les dimanches chez papa, que je venais faire depuis mon appartement en centre-ville, avaient fini par être reprogrammés selon les horaires de Camille. Les rendez-vous chez le neurologue que j'avais proposé de partager, on m'avait dit non. Les fêtes de fin d'année, ça avait été géré sans moi. En décembre, 1 mois après l'enterrement, j'avais reçu un message me disant de laisser papa tranquille. Je l'ai encore dans mon téléphone. Peut-être que tu pourrais lui laisser un peu d'espace. Je l'ai eu, cet espace. 5 mois d'espace. Je m'étais dit que cette fête de remise de diplôme serait l'occasion de remettre les pieds dans la maison où j'avais grandi, sans avoir à m'excuser d'une absence que je n'avais pas choisie. Je me suis garée derrière le camion de papa. Il y avait déjà une Hyundai argentée de location dans l'allée. Margot, la sœur cadette de maman, n'était pas censée arriver de Québec avant le dimanche matin. J'ai senti une fraîcheur me remonter dans la nuque. Chloé m'a demandé si tante Vive était déjà là. Je lui ai dit oui. Elle était venue 1 jour plus tôt. Pourquoi, je ne savais pas encore.
D'ici la fin de l'après-midi, je le saurai. Geneviève Fontaine, née Geneviève Caron, était le genre de femme qui ne disait jamais 2 fois ce qu'une fois suffisait à dire. Elle était arrivée en Loire-Atlantique en 1977, à 20 ans, en suivant son frère aîné qui avait décroché un poste à l'usine Airbus de Nantes. Elle devait rester 1 an. Elle a rencontré papa au bal de Noël de l'usine, ce décembre-là. L'été suivant, ils étaient mariés à la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul. Elle avait apporté 3 choses du Québec, un chapelet béni par sa grand-mère, la recette manuscrite de tourtière que je garde encore au fond d'un tiroir dans ma cuisine, et l'habitude d'écrire en français quand elle voulait de l'intimité, dans une langue que Camille avait refusé d'apprendre. Moi, j'avais retenu des phrases. J'étais l'aînée et je voulais lui faire plaisir. Chloé, elle, l'avait appris durant la dernière année de vie de maman, assise au pied du lit d'hôpital, apprenant les mots pour l'espoir et la patience, pendant que sa grand-mère maigrissait sous la chimio. L'alliance venait de la maison Renaud, une petite bijouterie rue Crébillon. Henri Renaud, l'orfèvre, avait alors 25 ans et venait tout juste de reprendre la boutique de son père. Il avait choisi l'or lui-même. Mes parents n'avaient pas les moyens d'une vraie bague de fiançailles. Ils avaient choisi une alliance simple, une bande d'or fine avec une rangée de 6 petits diamants pavés sur le dessus. Henri Renaud avait gravé l'intérieur un vendredi après-midi de juillet 1978. JF, cœur, 1978. Il avait dit à ma mère que la bague leur survivrait à tous les deux. Ça lui avait plu. Pendant 46 ans, elle ne l'avait pas quitté. Pas pour jardiner, pas pour pétrir la pâte, pas quand elle nettoyait les gouttières dans la soixantaine. J'ai la photo d'elle qui la porte lors de notre dernier brunch de Pâques en avril 2024. Elle rit. Camille est appuyée contre elle, sur sa gauche. Moi, je suis en face, l'appareil dans les mains. La bague attrape la lumière de la cuisine. C'est la dernière photo de ma mère avec son alliance. Le lundi matin, 9 septembre 2024, ma mère s'est effondrée devant l'évier. L'eau de vaisselle coulait encore. Mon père a appelé le 15 depuis le téléphone fixe mural. Il ne se souvenait plus de l'adresse du centre hospitalier universitaire de Nantes, alors qu'il y était allé une 12aine de fois cette année-là. Je suis arrivée la première aux urgences. Je rentrais d'un congrès des bibliothécaires à Angers quand il m'a appelée. Camille est arrivée 2 heures plus tard. Elle était de garde à l'hôpital mère-enfant et devait trouver quelqu'un pour la remplacer. On a tenu les mains de maman. Moi à droite, Camille à gauche. Ma mère n'a plus jamais parlé. Elle est morte à 6h18 du matin, le mercredi 11 septembre 2024. La bague était à son doigt. Son doigt avait gonflé. Ils ont dû couper l'alliance à la morgue. Ils nous l'ont rendue dans un petit sachet de velours bleu marine. Camille m'a chuchoté juste devant la porte que papa devrait la remettre là où maman l'a gardée, là où elle appartient. J'ai acquiescé. Je n'avais rien d'autre à dire. Après l'enterrement, mon père a remis la bague dans le petit coffret en cuir posé sur la commode. Le coffret avait un fermoir doré, fin, et l'intérieur était tapissé du même velours bleu que le sachet. Le lendemain matin de l'inhumation, il nous a dit que la bague resterait là, intouchée, là où elle appartient. Voilà ce que j'ai cru pendant 20 mois. Que la bague était là, dans ce petit coffret en cuir, fermoir doré sur la commode. Je n'ai jamais eu besoin de vérifier. On sait certaines choses comme on sait que les lilas fleurissent en mai. On ne va pas les compter. Ce n'est qu'un samedi d'après-midi, en mai, que j'ai appris que le coffret était vide depuis 14 mois. Que ma mère, à la fin août 2024, était descendue calmement rue Crébillon et avait demandé à Henri Renaud de graver une 2e inscription à l'intérieur de l'alliance. Une phrase en français. Elle n'en avait rien dit à mon père, rien dit à Camille. Elle avait prévu de me la lire en privé, le dimanche qui a suivi l'AVC qui l'a tuée avant qu'elle puisse prononcer un seul mot. Mais je vais trop vite. Dans les mois qui ont suivi l'enterrement, Camille est devenue quelqu'un que je ne reconnaissais pas vraiment. Elle a déménagé sa chambre à l'étage, loin de celle de mon père. Elle l'emmenait à tous ses rendez-vous chez le neurologue. D'abord par précaution, elle disait, puis par habitude, puis parce qu'il n'y avait pas d'autre façon. Le 8 janvier 2026, le médecin a mis un nom sur ce que papa oubliait depuis des mois. Trouble cognitif léger. Le diagnostic n'a rien expliqué qu'on ne savait pas déjà. Les questions répétées, les clés de voiture perdues. Ce regard qu'il posait sur le journal du matin, comme s'il cherchait en quelle année on était. Mais pour Camille, quelque chose a changé ce jour-là. Elle avait désormais une légitimité.
Elle était la fille en qui on pouvait avoir confiance. J'ai essayé de m'impliquer. J'ai proposé de le conduire au rendez-vous, des dîners le dimanche, une sortie au lac de Grandlieu, comme maman faisait autrefois. À chaque fois, un SMS poli de Camille. Laisse-lui un peu d'espace. Il a besoin de moi en ce moment. Il a besoin de moi en ce moment. Cette phrase, je ne l'avais jamais entendue d'elle avant. Depuis, je l'ai entendue beaucoup trop souvent. Ma thérapeute m'avait dit, au printemps 2025, que la différence entre ne pas être vu et être géré, c'est qu'on ne laisse pas partir les gens qu'on gère. J'avais été gérée pendant 40 ans. Camille n'avait fait que perfectionner la méthode. Elle ne l'avait pas inventée. Ce qui avait changé après la mort de maman, c'était le public. Avant septembre 2024, c'était elle qui regardait, qui rééquilibrait en silence, comme font les mères quand une fille est bruyante et l'autre silencieuse. Après septembre 2024, il n'y avait plus personne pour maintenir cet équilibre. C'était à Camille de le tenir. Si tu as déjà eu un frère ou une sœur, devenir le gardien de ton propre parent, tu connais cette sensation. Ce n'est pas violent, c'est patient. C'est une disparition lente, un dimanche annulé après l'autre. Cet après-midi-là, en revenant dans la cuisine de la rue du Calvaire, j'ai remarqué les nouveaux objets. Le cahier de suivi des médicaments de Camille sur le comptoir, son écriture soignée, attentionnée. Un petit carnet près de la cafetière pour noter le sommeil de papa. Et puis la clé. Sur le trousseau de papa, une nouvelle clé, la sienne. La mienne avait disparu du crochet près de la porte. Personne ne me l'avait dit, personne n'en avait besoin. Ce schéma n'était pas nouveau, il avait juste été affiné. Quand j'avais 11 ans et Camille 8, elle avait cassé l'ange en porcelaine de maman sur la cheminée. Elle avait dit à papa que c'était moi. J'avais été punie. Maman avait recollé l'ange. La fissure est encore visible. L'ange est encore là. Quand j'avais 14 ans, le portefeuille de papa s'était retrouvé allégé de 40 € un mardi. C'est moi qu'on avait appelé dans la salle à manger. C'est moi qu'on avait prié d'être honnête. Camille se tenait dans l'encadrement de la porte. Elle ne m'a pas regardée. Quand j'avais 17 ans et que je préparais mes dossiers d'université, Camille avait séché les cours pendant 2 semaines. C'est moi qui avais eu le sermon sur l'exemple à donner. À 20 ans, j'avais arrêté de vouloir rétablir les faits. À 40 ans, j'avais arrêté d'essayer d'exister dedans. Chloé, en passant devant le mur de photos, m'a glissé tout bas. « Pourquoi tante Camille ne vient plus chez toi depuis que mamie est morte ?» Je lui ai dit que je ne savais pas. Mais je commençais à comprendre. Camille est sortie de la cuisine avec un plateau de mimosa dans une main et un verre de blanc dans l'autre. Elle portait un bracelet Cartier Love au poignet gauche en or jaune. Je ne l'avais jamais vu. Ce genre de bracelet, ça tourne autour de 6 800 € en boutique. Camille est infirmière en pédiatrie. Son salaire tourne autour de 84 000 € par an. Depuis 9 mois, elle postait des affirmations sur l'abondance à manifester sur son Instagram. Elle m'a serrée dans ses bras, et en le faisant, elle a rentré sa manche gauche contre elle, juste comme ça, furtivement. J'ai remarqué. Je n'ai rien dit. Elle a lancé. « Isa, je suis tellement contente que tu sois là. Et puis, Chloé, ma chérie, tu es magnifique. » Son téléphone a sonné. Elle a regardé l'écran et a dit qu'elle était désolée, que c'était le plombier, avant de sortir sur le côté de la maison. J'ai eu le temps de voir le nom affiché une fraction de seconde. HR. Sur le moment, ça n'a rien déclenché en moi. Plus tard, si. Dans le jardin, mon père installait les chaises longues. Il se déplaçait avec cette lenteur qui s'était installée depuis 1 an, comme si chaque geste lui coûtait quelque chose. Il a levé les yeux. Il a fait un signe de tête vers Chloé. Mon prénom, toujours pas. Margot est sortie de la cuisine avec 2 tasses de café, en a tendu une à mon père, puis m'a regardé par-dessus son épaule. Ses yeux avaient la couleur d'un ciel de novembre au-dessus du lac de Grandlieu, gris, calme, portant quelque chose qu'elle n'avait pas encore décidé de dire. Elle s'est approchée et m'a pris la main. « Isa, viens sur la terrasse 2 minutes. J'ai 2 choses pour toi avant que ça commence. Ta mère me les avait confiées. Je crois que c'est le bon moment. » Je l'ai suivie. Elle s'est assise sur le banc en bois près des lilas. Elle a ouvert son sac et sorti une petite enveloppe en craft. À l'intérieur, 2 feuilles. La première était une page arrachée d'un carnet, l'écriture de maman. Datée du 22 août 2024, 5 mots. Renaud. Pauvre Isa. Surprise. Secret. Je les ai lus à voix basse, presque pour moi-même. Tante Vive, qu'est-ce que ça veut dire ? Viviane m'a regardée un long moment. Elle n'a pas souri. Aujourd'hui, tu vas comprendre.
Sois patiente avec ton père. Il a oublié plus de choses qu'il ne le croit. » Et elle m'a tendu la deuxième feuille. La deuxième feuille, c'était l'écriture de Tante Vive. Ses notes à elle, prises ce soir-là, un lundi d'août 2024. Le soir où maman l'avait appelée depuis cette même cuisine. 19 août, 17h42. J'ai lu lentement. Geneviève a appelé. Rendez-vous chez Renaud jeudi. Gravure demandée. Pour Isabelle, ma fille aînée, maman. Ne pas le dire à Camille ni à Étienne. Isa a déjà porté assez en silence. Je l'ai lu une deuxième fois, puis une troisième, à voix haute, très lentement, jusqu'à ce que ça rentre vraiment. Tante Vive, quand est-ce qu'elle… 3 jours avant, 3 semaines avant l'AVC. Elle n'en avait parlé à personne. Elle voulait te le remettre elle-même le dimanche d'après. Le dimanche d'après. Le dimanche vers lequel elle se dirigeait quand tout s'est arrêté. Viviane a replié les 2 feuilles dans l'enveloppe. Elle a dit qu'elle les gardait depuis 2024, qu'elle attendait le bon moment, que la remise de diplôme de Chloé lui avait semblé juste, qu'elle était arrivée la veille exprès pour me les donner seule à seule, pas au milieu de tout le monde. Puis elle a dit quelque chose que je n'ai pas compris tout de suite. « Est-ce que tu as encore le message vocal que ta mère t'a laissé la veille de son AVC, celui d'avant ?» « Oui. » J'ai fait oui de la tête. Ce message était sur mon téléphone. Je ne l'avais pas réécouté à voix haute depuis 20 mois. Je connaissais les mots, enfin, la plupart. Dans les premiers jours de deuil, je n'avais pas tout saisi. J'avais compris l'essentiel, je croyais. Garde ton téléphone sur toi aujourd'hui. Pourquoi ? Elle a regardé vers la porte de la cuisine. Papa était à l'intérieur et on voyait Isa disposer les œufs mimosa sur un plat. Viviane a baissé la voix. Ce matin, ton père m'a demandé si j'avais vu la boîte à bijoux de ta mère. Il me l'a demandé 2 fois. La deuxième fois, il ne se souvenait plus d'avoir déjà posé la question. Je lui ai dit qu'elle était sur la commode. Il a répondu « Oui, bien sûr, mais… » Et il s'est arrêté là. Elle s'est levée sans attendre ma réponse. « Je veux regarder cette boîte avant que la fête commence. Attends-moi ici. » Et elle est rentrée dans la maison. Je suis restée sur ce banc, sans bouger. La porte de la chambre s'était refermée dans le couloir là-haut, et j'entendais les lattes du plancher craquer sous ses pas. Chloé est sortie sur la véranda. Elle s'est assise à côté de moi, dans sa robe blanche d'été, le corsage épinglé sur le cœur. 18 ans. Elle avait grandi en me regardant encaisser 1000 petites accusations, sans jamais élever la voix. Elle a posé sa main sur mon avant-bras. « Maman, ça va ?» Je lui ai dit que oui. Presque. À 2h30, les premiers invités sont arrivés. 38 en tout. Des voisins, des cousins, 2 vieilles amies de maman de l'Association des Québécois de Loire-Atlantique, Madame Leclerc d'en face, 3 camarades de lycée de Chloé avec leurs parents. La cour avait été préparée avec des nappes blanches et des chaises pliantes. Le bouquet de remise de diplôme de Chloé, des pivoines et des roses blanches cueillies la veille, trônait au centre de la table de jardin. Camille était la maîtresse de maison. Elle circulait entre les invités avec l'assurance de quelqu'un qui a mérité sa place, en s'asseyant avec notre père chaque dimanche pendant 20 mois. Elle servait le vin. Elle présentait les parents de lycée aux cousins. Elle a dit à un voisin, assez fort pour que j'entende depuis le fond du jardin, qu'Isa et elle étaient tellement fiers de Chloé. Et bien sûr, maman nous manque aujourd'hui, plus que jamais. Elle aurait adoré tout ça. Margot est sortie par la porte de la cuisine à 3h05. Elle n'a pas regardé Camille, elle n'a rien dit. Elle portait une petite boîte à bijoux en cuir, celle de maman, fermée. Elle l'a posée sur la table de jardin, à côté des carafes de citronnade et de la carte de félicitations, et elle a reculé d'un pas. Personne n'a remarqué dans un premier temps. La boîte était petite, les invités bavardaient. Papa s'est levé à 3h14. Il tenait un petit carton dans la main. Ses doigts tremblaient, comme ils tremblaient depuis le début de l'année. Des tremblements lents, discrets. Pas Parkinson, pas encore. Juste les premiers signes de ces troubles cognitifs légers dont le neurologue nous parlait avec tant de précaution. Il a levé son verre. « Chloé, tu es la première petite enfant de cette famille à monter sur une scène pour recevoir ton diplôme. » Il s'est arrêté. Il a baissé les yeux vers le carton. Il a relevé les yeux.
Sa voix s'est brisée sur les derniers mots. Puis il a repris, tout doucement. Ta grand-mère aurait été fière de toi, nous le sommes tous. Chloé a souri. Elle était restée à côté de moi depuis le début du discours, sa main posée sur mon avant-bras. J'ai levé mon verre. C'est à ce moment-là qu'Isabelle s'est levée. Pas pour trinquer. Elle a levé la voix. Elle s'est dressée d'un coup, comme quelqu'un qui attendait son heure depuis le début de la fête, et ses mots ont traversé la terrasse plus fort que toutes les conversations qu'elle venait d'interrompre. Attendez. Avant de couper le gâteau, il y a quelque chose que tout le monde doit entendre. La terrasse s'est figée. Chloé n'a pas bougé de mon côté. Isabelle a pointé son doigt dans ma direction. Index tendu, à hauteur de l'épaule, exactement comme un témoin à charge désigne l'accusé dans un prétoire. Sa voix portait jusqu'au voisin. Elle a dit qu'elle avait volé la bague de maman, qu'on fouille son sac. 2 cousins au fond se sont reculés d'un demi-pas, presque malgré eux. Madame Leclerc, debout près des glaïeuls, a posé son assiette sur la table de pique-nique sans la reprendre. Isabelle a continué. Elle a dit qu'elle aimait sa sœur, mais que cette bague était la dernière chose qu'on avait de maman, disparue depuis des mois. Et qu'Isa était la seule à avoir eu accès à la chambre de maman le jour de Noël. 38 visages se sont tournés vers moi en même temps. J'ai senti la chaleur monter dans mes joues. J'ai senti les doigts de Chloé se resserrer sur mon bras. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas touché mon sac. J'ai attendu. Papa n'a pas hésité. Il n'a pas demandé de preuves. Il m'a regardé droit dans les yeux et sa voix a résonné plus fort que je ne l'avais entendue depuis 1 an. Vide-le sur la table maintenant, ou quitte cette maison. La table était devant moi. Nappe blanche, 2 carafes de limonade, la carte de diplôme de Chloé, le petit écran en cuir que Viviane avait posé là, la lumière de l'après-midi sur le verre. Madame Leclerc, 78 ans, restée debout. 2 parents au fond ont échangé un long regard. Personne ne s'est rassis. J'ai senti la main de Chloé glisser dans la mienne. Elle s'est rapprochée, tout doucement, sans un mot. Sa voix n'était qu'un souffle, juste pour moi. N'ouvre pas ton sac, maman. Fais-la décrire la bague d'abord. Si vous avez déjà eu un enfant se tenir à vos côtés dans un moment pareil, pas traverser la pièce en courant, mais être là, déjà, tenir la ligne que vous n'aviez même pas su tracer vous-même, alors vous savez ce que 18 ans de patience peuvent faire dans une seule pression de main. J'ai regardé ma sœur. Je n'ai pas élevé la voix. Camille, avant que j'ouvre quoi que ce soit, décris-moi la bague. Chaque détail, chaque marque, chaque mot gravé à l'intérieur. J'ai observé son visage. Il y a eu une fraction de seconde, une toute petite hésitation. Puis elle a souri. Ce sourire de quelqu'un qui répète mentalement cette conversation depuis 14 mois. Isa, je vais te donner l'occasion d'admettre la vérité, pour que tout le monde ici voit bien que je n'invente rien. Elle s'est légèrement tournée vers les invités. Elle ne jouait plus pour moi, elle jouait pour eux. C'est un anneau en or jaune, 18 carats, 6 petits diamants pavés sur le dessus. Je les ai comptés quand j'avais 12 ans. Il y a une zone usée sur le côté, là où maman l'a accroché à un tiroir de cuisine en 1987. Une égratignure en dessous, du jour où elle a cogné contre la machine à laver en 1992. Et à l'intérieur, la gravure dit G.F. Cœur 1978, l'année du mariage de nos parents. Ses mains s'animaient dans l'air, comme si elle tenait la bague entre les doigts. Les invités s'étaient tus. Certains commençaient à hocher la tête. Elle a continué. Elle a parlé des mois à s'occuper de maman. Elle a dit qu'elle était là chaque dimanche jusqu'à la fin, qu'elle lui coupait les ongles parce que ses mains tremblaient trop. Je connais cette bague mieux que n'importe qui dans cette famille. Je n'invente rien, Isa, je n'invente rien. Madame Leclerc, depuis sa place près des glaïeuls, a échangé un long regard avec Margot. Margot a secoué la tête, une seule fois, presque imperceptiblement. Mon père fixait l'écran en cuir, posé sur la table. J'ai attendu que Camille termine. Je ne l'ai pas interrompue. Quand Camille a fini, j'ai posé une seule question. Camille, c'est tout ce qui est gravé à l'intérieur ? Il y a eu une pause, une demi-seconde de trop. Elle a repris contenance. Oui, c'est tout ce qui a jamais été gravé. G.F. Cœur 1978. C'est tout. Ce mot m'a accroché. Jamais. Elle avait dit jamais. De l'autre côté de la terrasse, Margot a fermé les yeux une seconde, pas plus. Le mot jamais, c'est un mur. Ma sœur venait de dire devant 38 personnes que la gravure intérieure de l'alliance de maman n'avait jamais changé. Que pendant 46 ans, l'intérieur de cette bague était resté exactement ce que mon père y avait fait graver un vendredi après-midi de juillet 1978.
Maman, elle, avait passé 185 € et un après-midi d'août 2024 à mettre une porte discrète dans ce mur-là. Je me suis tournée vers ma tante. « Tante Vive, peux-tu leur dire ce que maman t'a dit le 19 août 2024 ?» Viviane s'est levée lentement. Elle a ce genre de douceur que les gens confondent avec la faiblesse jusqu'au jour où ils l'entendent dire non. Je ne l'ai jamais entendue hausser la voix. Elle ne l'a pas fait ce soir-là non plus. Il y a 2 ans, un lundi soir d'août, ma sœur Geneviève m'a appelée depuis cette maison, le téléphone de la cuisine. 17h42. Elle m'a dit qu'elle allait à la maison Renaud, rue Crébillon, ce jeudi-là. Elle voulait faire ajouter une gravure à son alliance, en français. J'ai noté ces mots exacts parce que j'écris toujours ce que ma sœur me dit. J'ai la note, je l'ai avec moi. Elle a sorti un petit carnet en cuir de son sac. Elle l'a tenu levé pour que toute la terrasse voie la page. Elle a lu « Renaud, jeudi, gravure, pour Isabelle, ma fille aînée, maman. Ne pas dire à Camille ni à Étienne. » Isa a porté assez en silence. 38 personnes muettes. La main de Chloé serrait la mienne. Mon père regardait l'écrin posé sur la table, celui que Viviane avait déposé avant le toast. Viviane s'est tournée vers moi. Elle m'a tendu un second papier plié, sorti de la même enveloppe. Voici le reçu de la maison Renaud, 22 août 2024, 3 jours après l'appel. C'est ce qui était écrit sur le reçu. Cliente G. Fontaine. Prestation, gravure intérieure personnalisée. Inscription en français à la demande de la cliente. 185 €. Signé de la main de Geneviève. Cette même écriture que j'avais vue toute ma vie sur les listes de courses collées au frigo. J'ai déplié le reçu. Je l'ai tenu en l'air. La signature de ma mère à l'encre bleue, exactement comme elle avait toujours signé. Camille a reculé d'un pas. Sa voix s'est durcie. Elle a dit que ce reçu ne prouvait rien, que ça pouvait concerner n'importe quoi. Viviane a posé une main dans l'air entre elles deux. Elle a dit doucement « Camille, il y a encore autre chose. » J'avais mon téléphone en main depuis que Chloé avait pris le sien. Je n'avais pas prévu de le passer à voix haute. Je l'avais écouté seule, des dizaines de fois, dans mon appartement, les mois après la mort de maman, quand j'essayais de comprendre les mots que je n'avais pas saisis sur le moment. J'ai déverrouillé l'écran, j'ai ouvert mes messageries vocales, j'ai fait défiler. J'ai trouvé celle du 8 septembre 2024, 19h14, la veille de l'AVC. Le dimanche où elle m'avait prévu un brunch. J'ai appuyé sur lecture. J'ai levé le téléphone au-dessus de la table, là où l'air porte les sons le mieux. La voix de ma mère est sortie du haut-parleur, fragilisée par la chimio. Mais c'était elle, complètement elle. Personne sur la terrasse n'a bougé. Les yeux de Chloé se sont remplis de larmes. Sa main ne lâchait pas la mienne. Viviane a traduit à voix basse, avec cet accent québécois doux qu'elle avait, suffisamment lentement pour que chaque mot arrive à chaque invité. « Isa, ma chérie, j'ai quelque chose à te dire au sujet de la bague. Dimanche, au brunch. Je t'aime, ma fille. » La voix de Camille s'est brisée. Elle a commencé une phrase, puis une autre. Que ça ne prouvait rien. Que maman pouvait parler de n'importe quelle bague. Madame Leclerc, qui n'avait pas dit un mot depuis 1 heure, a pris la parole pour la première fois. Sa voix était posée, de cette façon qu'ont les femmes âgées quand elles décident d'arrêter de faire semblant. Elle a dit « Camille, cette femme nous a dit, dans un enregistrement de la veille de son AVC, qu'elle avait quelque chose à dire à Isabelle au sujet de la bague. Le reçu est daté 3 jours après qu'elle a appelé sa sœur. Il n'y a rien à interpréter. Mon père s'est laissé tomber lentement sur le banc du jardin. Ses mains tremblaient plus qu'avant. Il regardait le petit écrin en cuir posé sur la table. Puis il m'a regardé, moi. Et pour la première fois en 20 mois, il m'a regardé vraiment dans les yeux. Sa voix était basse, stable, vieille. Il a dit « Geneviève. » Oui, elle est allée chez Renaud ce mois d'août-là. Elle est rentrée avec un petit sac blanc. Elle m'a dit que c'était un cadeau de ma fille aînée. Je n'ai pas demandé. Je n'ai pas demandé ce que ça voulait dire. J'ai oublié, Isa. J'ai oublié. Je n'ai pas bougé. Je n'ai rien dit. Il n'y avait rien à dire qui n'aurait pas ressemblé à une punition. Camille s'est levée brusquement.
Elle a posé son verre sur la table du jardin. Elle a dit qu'elle avait besoin d'1 minute et qu'elle rentrait. Elle s'est retournée vers la porte de la cuisine, et là, Viviane, qui n'avait pas élevé la voix de tout l'après-midi, s'est levée à son tour. Elle a prononcé le prénom complet de ma sœur pour la première fois en 20 ans. Camille Élise Fontaine, elle a dit « Tu t'assieds, on n'a pas fini ». La porte de la cuisine était à 1,20 m de la main de Camille. Elle s'est arrêtée, elle s'est retournée. Elle est revenue à sa chaise et elle s'est assise. Les 38 invités n'ont pas bougé. Dans un jardin plus bas dans la rue, un arrosoir automatique s'est mis en marche, s'est tu, s'est remis en marche. Mon père, dans un souffle à peine audible, a posé la question que tout le monde sur la terrasse se posait déjà. « Alors, où est-elle ? Où est la bague de ta mère ?» Je lui ai répondu, calmement. « Papa, elle n'est pas dans mon sac, elle n'est pas chez moi. Je ne l'ai pas vue depuis les funérailles. » J'ai ouvert mon sac, je l'ai retourné au-dessus de la table. Un rouge à lèvres, mon téléphone, mes clés, le petit dictionnaire français-anglais que Chloé m'avait offert pour mon anniversaire 2 ans plus tôt, un stylo, une liste de courses pliée en 4, pas de bague. Chloé a pris la parole pour la première fois. Elle ne s'adressait ni à moi, ni à mon père, ni à Margot. Elle s'adressait directement à ma sœur, 18 ans, aucune colère dans la voix, juste une question posée à voix haute. « Tante Camille ?» Elle a dit. « D'où vient ton bracelet Cartier ?» Le bracelet a capté la lumière de l'après-midi. Le visage de Camille est devenu rouge sombre. « Chloé, ça ne te regarde pas. Ce n'est pas approprié. » Chloé n'a pas détourné le regard. Madame Leclerc non plus. Margot s'est assise, puis s'est tournée vers mon père. Elle parlait doucement, avec cette précision particulière des gens qui ont passé leur vie à expliquer les héritages à des familles en deuil. « Étienne ?» Elle a dit. « Quand toi et Geneviève avez ouvert vos comptes au Crédit Mutuel, est-ce que vous aviez un coffre-fort à la banque ?» Mon père a répondu lentement. « Oui, coffre numéro 2158. Camille est dessus avec moi. On l'a ajouté après la mort de Geneviève. » Pour m'aider avec les papiers. Alors, peut-être que lundi matin, toi, Isabelle et moi, on ira à la banque ensemble, avec Camille. La voix de Camille a monté d'un coup. Elle se brisait sur les bords. « Papa, papa, regarde-moi. Après tout ce que j'ai fait pour toi, je t'emmène à chaque rendez-vous, je reste assis avec toi, c'est moi qui suis resté. Eux, ils se liguent contre moi. Isabelle est partie, elle n'est pas revenue. Je suis la fille qui est restée. Ne me fais pas ça, tu n'as pas le droit. » Mon père l'a regardé un long moment, assez long pour qu'on entende de nouveau l'arroseur au bout de la rue. Puis il a dit « Camille, lundi matin, 9h, on va à la banque ensemble. S'il n'y a rien dans ce coffre qui appartient à ta sœur, on n'aura rien trouvé. On rentrera à la maison et je présenterai mes excuses à Isabelle devant toutes les personnes sur cette terrasse. » Il a marqué une pause, sa voix n'a pas tremblé. « Et s'il y a quelque chose dans ce coffre, tu m'expliqueras devant ces mêmes personnes pourquoi. » Camille n'a rien dit. Elle s'est levée, elle est entrée dans la maison. La porte de la chambre du haut a claqué. Les 38 invités n'ont pas bougé. Quelque part dans le jardin, un enfant a demandé à sa mère pourquoi Tati pleurait. Sa mère l'a fait taire. Madame Leclerc s'est approchée de moi. Elle n'a rien dit pendant une longue minute. Puis elle m'a serré dans ses bras. Tout bas, assez bas pour que personne d'autre n'entende, elle a murmuré que ma mère savait, Isabelle. Elle le lui avait dit un après-midi sur la terrasse. Elle savait. La fête n'a pas vraiment pris fin. Elle s'est dissoute. Les invités sont partis par deux, lentement, comme on quitte une veillée funèbre. Chloé a coupé son propre gâteau de fin d'études. Viviane s'est assise avec mon père sur le porche et lui a tenu la main. Mon père n'a plus prononcé un mot pendant une demi-heure. Quand il a reparlé, c'était juste pour dire « Isabelle, Isabelle, je suis désolée, je suis tellement désolée. » Le trajet du retour avec Chloé dans le siège passager. Je ne me souviens plus des 10 premiers kilomètres sur la rue de Strasbourg. On n'a pas échangé un mot. Et puis elle a dit que lundi matin, elle viendrait avec moi. Je lui ai dit qu'elle pouvait venir. Je dois m'arrêter une seconde ici. Parce que si tu as déjà été l'aînée qui porte ce que le cadet refuse de voir, si tu as déjà été celle dont le prénom disparaît de la bouche d'un parent, si tu as déjà été assise dans une pièce, à écouter quelqu'un te décrire à des gens qui te connaissent depuis 40 ans et regarder ces gens hocher la tête, alors tu sais exactement ce qui aurait dû se passer. J'aurais dû rentrer sans rien dire. Laisser mon père penser ce qu'il pensait. Laisser les voisins partir avec leur version. Attendre lundi et voir si la bague réapparaissait ou non. Mais voilà ce que je veux dire avant de te raconter ce qui s'est passé à la banque. La vérité est patiente.
Elle attend dans des endroits où la mémoire ne peut pas l'effacer. Elle attendait dans un petit coffre en acier à l'agence Crédit Mutuel rue Crébillon. Dans une phrase française que ma mère avait payée 185 € pour faire graver à l'intérieur d'un anneau d'or fin, 3 semaines avant son accident vasculaire cérébral. Alors, lundi matin, 9 h, l'agence Crédit Mutuel rue Crébillon est dans un bâtiment de briques basses à 3 rues de la Maison Renault. Mon père y avait ouvert son premier compte en 1981, avant ma naissance. La directrice d'agence, Madame Charpentier, y travaillait depuis 31 ans. Elle connaissait mon père par son prénom, et elle m'a regardé entrer ce matin-là avec un visage que je n'oublierai pas. Elle connaissait la voix de ma mère au téléphone. Quand on est entré, Madame Charpentier est sortie de derrière son comptoir et a serré la main de mon père. Pas celle de Camille. Un signe de tête polie, rien de plus. Camille était arrivée avec 11 minutes de retard. Et son bracelet Cartier Love avait disparu. Je l'apprendrai plus tard ce matin-là, il avait été mis en gage au Mont-de-Piété sur l'avenue de la Beaujoire. Ses yeux étaient gonflés. Elle n'avait pas dormi. Madame Charpentier a expliqué le protocole avec douceur. L'accès au coffre-fort à la banque était réservé aux titulaires autorisés. Mon père et Camille, en tant que co-titulaires, iraient chercher le coffre. La petite salle de consultation privée de l'agence était à notre disposition ensuite. Chloé attendrait dans le hall. Il y avait une machine à café près des chaises. Chloé n'a pas protesté. Elle m'a serré la main. Elle s'est assise avec son café et son téléphone. Viviane m'a accompagnée jusqu'à la salle de consultation. Petite, mur beige, une fenêtre minuscule qui donnait sur le parking. Une table ronde avec 4 chaises. Une boîte de mouchoirs sur la table basse. Le genre de pièce où les banques laissent les familles lire les testaments. On a attendu. 5 minutes plus tard, mon père est entré en portant le coffre en acier. Il l'a posé sur la table ronde. Il ne l'a pas ouvert. Il m'a regardé. Camille est entrée derrière lui. Elle a fermé la porte. Elle ne s'est pas assise. Elle s'est adossée au mur. « Papa, j'ai quelque chose à dire avant que tu l'ouvres. » Mon père n'a pas tourné les yeux vers elle. Il a dit doucement. « Ouvre d'abord le coffre, Camille. On dira ce qu'on a à dire dans cette pièce. » J'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur, un seul objet. Une petite pochette en velours bleu marine. Exactement le même bleu que la doublure du coffret à bijoux en cuir de ma mère. Exactement le même bleu que le sachet dans lequel la morgue nous avait rendu l'alliance. Je l'ai prise. Elle était légère, encore tiède de la chaleur du coffre. J'ai desserré le cordon. À l'intérieur, 2 choses. L'alliance et un petit carré de papier plié. J'ai déplié le papier un premier, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'un bout de papier paraît moins lourd qu'une alliance et qu'il me fallait commencer par la chose la plus légère. L'écriture était celle de ma sœur. Ces lettres majuscules bien nettes qu'elle utilisait depuis ses années d'infirmière quand elle notait les médicaments sur les fiches. 2 mots au crayon, légèrement soulignés. Ne dis rien. Je ne sais pas à qui ce mot était destiné. Peut-être que Camille se l'était écrit à elle-même, comme certaines personnes s'écrivent des rappels. Peut-être qu'elle l'avait écrit pour notre père, au cas où il aurait ouvert le coffre un jour et trouvé quelque chose qu'il n'aurait pas pu expliquer. Peut-être pour les deux à la fois. Ce mot prouve une préméditation. Il est de sa main. Je le garde encore dans une enveloppe scellée, au cas où quelqu'un poserait un jour des questions sur ce qui s'est passé dans cette salle de consultation. Margot a lu les mots à voix haute, doucement, pour tout le monde dans la pièce. C'est ce que ta sœur s'est écrit à elle-même quand elle a déposé ça dans le coffre. Camille derrière nous a émis un petit son. Pas un mot, juste un son. J'ai sorti l'alliance de la pochette, je l'ai tenue dans ma paume. 46 ans d'usure. La fine rangée de 6 diamants sertis, pavés sur le dessus, le bord légèrement érodé, celui du tiroir de cuisine depuis 1987. C'était la bague de ma mère. Je ne l'avais pas tenue depuis la morgue. Margot a demandé à la directrice d'agence si elle pouvait lui emprunter une loupe de joaillier. Madame Charpentier, qui avait accompagné des dizaines de familles dans cette même salle depuis 30 ans, est allée chercher une petite loupe au poste d'expertise près de l'accueil. Elle l'a rapportée et l'a tendue à Margot sans un mot. Margot n'a pas pris la bague, elle m'a laissé la tenir. Elle lisait par-dessus mon épaule. Première ligne, en haut de l'intérieur du jonc, G.F. 1978. C'est la gravure que ton père avait choisie, celle que nous connaissons toutes. Elle a marqué une pause, elle a légèrement ajusté la loupe. Ensuite, en dessous, plus petit, en cursive, 3 lignes. Sa voix a ralenti. Les voyelles québécoises de Margot se sont approfondies, comme elle le faisait toujours quand elle lisait le français de sa sœur. Pour Isabelle, ma fille aînée, maman. Elle s'est arrêtée à nouveau.
Je n'ai pas parlé. Je lisais la gravure à travers la loupe de mes propres yeux. La cursive était petite, appliquée. Le travail d'Henri Renaud, un jeudi après-midi d'août 2024, quand il avait tracé les mots de ma mère à sa place. La porte de la salle de consultation était entr'ouverte. Chloé, qui s'était levée dans la salle d'attente quand elle avait entendu la voix de Margot ralentir, se tenait juste derrière. Elle n'a pas poussé la porte. Elle est restée dans le couloir et a écouté la traduction. Sa voix à moi était petite. Elle était nette. Elle t'a nommée maman. Mon père, dans le fauteuil en face, n'a pas dit un mot pendant 1 minute entière. Le directeur de l'agence n'a pas bougé. Margot attendait. Quand mon père a parlé, sa voix était posée, vieille. Geneviève. Elle m'avait dit, et j'ai oublié. Je t'ai oublié, Isa. Pendant 20 mois, j'ai oublié quelle fille ta mère avait choisie. Je suis désolée. Je n'ai pas d'autres mots. Je suis désolée. Il a tendu la main par-dessus la table. Il a posé sa main sur la mienne. La première fois en 20 mois. Sa main était plus légère que dans mon souvenir. Mon père oubliait beaucoup de choses depuis le début de l'année. L'adresse de son médecin, 2 fois en février. Le nom du supermarché où il faisait ses courses depuis 30 ans. Mais le souvenir de ma mère entrant dans la cuisine fin août 2024 avec un petit sac blanc de chez Renault, ce souvenir-là lui était revenu sur la terrasse le samedi et il était encore là, ce lundi matin, dans la salle de consultation de son agence bancaire. Sa voix était égale. Isa, Geneviève m'avait dit qu'elle avait un cadeau. Je lui avais dit de ne pas me révéler ce que c'était. Je lui avais dit « Garde tes secrets, Geneviève ». Et elle avait ri. Elle s'était moquée de moi, Isa. C'était le dernier rire dont je me souviens d'elle. Le dernier. Il s'est arrêté, il a posé son autre main sur la mienne. Je l'ai regardé. Je n'ai pas dit que c'était bien parce que ce n'était pas bien. Je lui ai tenu la main à mon tour. Camille, contre le mur, s'est laissée glisser jusqu'à s'accroupir. Ses épaules tremblaient. Elle ne pleurait pas fort. 14 ans, infirmière en pédiatrie. On apprend à pleurer sans bruit. Puis elle a parlé, sans préparation, sans mise en scène, comme les gens qui n'ont plus l'énergie de maintenir le mensonge debout. Je l'ai prise en mars, le 14 mars 2025. J'ai dit à papa que j'aidais à ranger la commode de maman. Je l'ai mise dans la boîte. Isa, je n'ai jamais lu ce qu'il y avait dedans. Je savais que si je lisais, j'allais devoir savoir. Alors je n'ai pas lu. Je l'ai juste gardée. Elle a repris son souffle. Sa voix était rauque. Je suis désolée. Je suis tellement désolée, Isa. J'avais besoin d'argent. 38 000 € de dettes sur mes cartes. 2 ans à perdre sur des applis de paris sportifs. Je voulais vendre la bague discrètement en juin, dire à tout le monde qu'elle avait été volée par quelqu'un de passage. J'ai lancé l'accusation samedi pour que, quand la disparition serait constatée, tout le monde ait déjà pensé à toi. Elle n'a pas levé les yeux. Elle regardait le sol en lino. Je n'ai pas coupé. J'avais appris, quelque part dans ces 20 derniers mois, que les aveux se remplissent quand personne n'aide. Elle a continué, plus bas. J'étais allée chez Renaud en février, avant mars. J'avais appelé Henri pour savoir si la bague pouvait être estimée. Il m'avait dit 3 200 € au détail, les diamants sont petits. Il avait dit que la valeur était sentimentale. Je lui avais dit que ma mère était morte et que le sentimental, c'était tout ce qu'il me restait. Il avait refusé de me la racheter. Il m'avait dit de la ramener et de la garder là où maman l'aurait gardée. Je suis partie. Elle a pris une petite inspiration. C'est là que j'ai compris. Si je ne pouvais pas la vendre à Henri, je ne pouvais la vendre nulle part à Nantes. Alors je l'ai prise de la commode en mars. Je me suis dit que je ne la vendrais qu'en juin et seulement à un acheteur privé, ailleurs. Je me disais que j'utiliserais l'argent pour rembourser les dettes et que personne ne saurait jamais. J'avais fait cette accusation le samedi parce que j'avais peur que Tante Vive pose des questions sur la bague ce week-end. J'avais peur qu'elle sache déjà. Mon père l'a regardée un long moment. Sa voix était douce, pas molle. Il y a une différence. Camille, ta mère a choisi Isa parce qu'elle savait. Elle savait ce que tu ferais si elle ne le notait pas quelque part où tu ne pourrais pas l'effacer. Je ne sais pas comment décrire ce que j'ai ressenti dans ma poitrine à ce moment-là. Il n'y a pas de mot propre pour ça. Il y a un deuil dans le fait d'apprendre que ta mère t'a nommé. Il y a un deuil dans le fait d'apprendre que ta sœur t'a aimé moins que l'argent. Il y a un deuil dans le fait de regarder ton père, qui n'a pas prononcé ton prénom depuis 20 mois, te tenir la main au-dessus d'une table beige dans une petite salle de consultation d'une banque de quartier. J'ai refermé ma main sur la bague, je suis sortie la première de la salle. Viviane a suivi. Chloé attendait dans le couloir. Elle a passé ses bras autour de moi. J'ai tenu ma fille avec la bague de ma mère encore serrée dans ma paume fermée et je n'ai pas pleuré. On a marché jusqu'au parking.
Le matin était lumineux. L'enseigne du Crédit Mutuel projetait une ombre nette sur l'asphalte. Viviane m'a pris le coude. Elle a dit qu'elle avait toujours voulu que j'aie cette bague. Toujours. J'ai conduit Chloé dans un petit café rue de Strasbourg, le Café de la Paix. On s'est installé près de la fenêtre. J'ai commandé un café. Elle a commandé un croque-monsieur. J'ai passé la bague à mon doigt pour la première fois, à la main droite, assise là où je pouvais voir le soleil l'attraper. Chloé l'a regardée, puis elle m'a regardée. Maman, grand-mère t'a nommée. À l'intérieur de la bague, elle t'a nommée. J'ai souri. C'était le premier sourire que je sentais sur mon visage depuis le samedi à 14h30. Oui, ma chérie, elle m'a nommée. On est resté longtemps. Chloé parlait de l'université de Rennes en automne. La chambre en résidence, la semaine d'intégration, les livres sur sa liste de lecture d'été. Elle n'a pas mentionné Camille, elle n'a pas mentionné la banque. Elle m'a laissé tenir sa main à travers la table pendant qu'elle me parlait de sa vie à elle. C'était la chose la plus douce qu'elle pouvait faire pour moi ce jour-là. Ce soir-là, à 18h, j'ai repris la voiture jusqu'à la maison de mon père. Personne ne me l'avait demandé. J'y allais parce que la limite que je devais poser devait être dite dans la pièce où l'accusation avait été lancée, devant autant de témoins que possible. Il y avait encore cette personne dans le jardin quand je suis arrivée. Mon père sur le banc de la terrasse. Camille assise sur la marche du bas de la véranda. Viviane à côté de lui. Madame Leclerc qui habitait en face et n'était pas rentrée de tout le week-end. Mes deux cousines, Martine et Béatrice, restaient pour soutenir papa. Et Chloé, qui était venue avec moi. Le coffret à bijoux en cuir était encore sur la table de jardin. Personne n'y avait touché. J'ai posé mon sac à côté. Je me suis levée. Les 7 autres étaient assis. Il y a des conversations qu'on a en privé. Il y a des conversations qui ont besoin de témoins. Certaines limites n'existent vraiment que si quelqu'un d'autre les entend. Je n'ai pas haussé la voix, je n'avais pas de notes. Je réfléchissais à ce que j'allais dire depuis samedi après-midi et j'avais réduit ça à 3 choses. Je veux être invitée aux événements de ma famille sans être accusée de crimes que je n'ai pas commis. C'est la première chose. Je ne porterai pas plainte contre Camille. La bague est là où maman voulait qu'elle soit. C'est la deuxième chose. Je ne reviendrai pas dans cette maison ce printemps. Quand Camille aura commencé un programme de suivi pour les jeux et les dettes, confirmé par Viviane et non par moi, j'accepterai une rencontre en juin dans un lieu neutre de mon choix. Un café, un parc, pas ici. Ce qui viendra après cette rencontre sera reconsidéré mois par mois. Papa, je t'aime. Je pardonne à ta mémoire. Je ne pardonne pas ta décision d'avoir exigé mon sac avant même de demander à ton autre fille de décrire ce qu'elle prétendait que j'avais volé. Il y a une différence entre oublier et choisir. Et samedi après-midi, tu as choisi. C'est la 3e chose. C'est la seule chose que je dirai ce soir. Bonne nuit. J'ai pris mon sac, j'ai marché vers la porte d'entrée. La bague à mon doigt a capté la lumière du porche. Camille m'a rattrapée sur le seuil. Elle pleurait depuis la banque. Son visage était à vif. Ses mains étaient vides. Isa, je vais arranger ça. Je vais aller aux réunions. Je vais rembourser chaque carte de crédit. Je ferai tout ce que tu me diras. Je me suis retournée, je l'ai regardée. Il n'y avait plus de colère dans ma voix. Elle était épuisée. Camille, j'espère que tu le feras pour toi, pas pour moi. Fais-le, parce que tu le dois à la fille que maman a élevée. Ce n'est pas moi qui vérifierai, ce sera tante Vive. Viviane nous a accompagnés, Chloé et moi, jusqu'à la voiture. La tante québécoise qui avait porté ce secret de famille pendant 20 mois, le témoin avec son carnet. Elle a posé sa main sur ma joue, sa main était fraîche. Isa, ta mère savait que tu devrais faire ça. Elle savait que tu en étais capable. C'est pour ça qu'elle a fait ajouter la gravure. Pour que 20 mois plus tard, quand personne ne te croirait, tu aies quelque chose d'écrit, dans un endroit que même la mémoire ne peut pas effacer. Chloé, en s'installant côté passager, a posé une seule question à sa grand-tante. « Tante Vive, est-ce que tante Camille va s'en sortir ?» Viviane a souri, du sourire qu'elle avait quand il n'y avait pas de réponse facile. C'est elle qui en décide, ma chérie. Mais ta maman va s'en sortir. Et toi aussi. Nous sommes rentrés. Une semaine plus tard, un samedi, le 16 mai, Camille a assisté à sa première séance dans un groupe de soutien aux joueurs compulsifs au sous-sol d'une église protestante rue de la Bastille. Elle n'en a rien dit à la famille. Elle l'a dit à son parrain. Viviane, de retour à Saint-Hyacinthe, a reçu une lettre 3 jours après. La lettre contenait une seule phrase. « J'essaie ». Viviane a gardé la lettre pour elle.
On avait conclu un accord, elle ne me donnerait des nouvelles que si elle voyait une tendance qui le justifiait. Rien de plus. 2 semaines après la banque, un samedi 23 mai, mon père m'a appelé depuis le téléphone fixe de sa cuisine. Un appel court. Il voulait savoir si je viendrais dîner le dimanche. Je lui ai dit que pas encore, que juin serait mieux et que je préférais qu'on se retrouve au café rue de la Bastille plutôt qu'à la maison. Il a accepté. Il y a eu une petite pause. Puis il a dit « Isa, il y a encore une chose que j'aurais dû te dire samedi. Ta mère t'aimait le plus. Je suis désolée qu'il m'ait fallu 20 mois et le reçu d'un orfèvre pour m'en souvenir. Je suis restée longtemps assise sur ma propre terrasse après avoir raccroché. Les lilas devant mon appartement n'avaient pas encore fleuri. C'était une variété différente, plus lente. La bague à mon doigt a capté le soleil de fin d'après-midi. Le samedi 30 mai, Chloé et moi avons pris la voiture jusqu'au lac de Grandlieu à Saint-Herblain. On s'est installé sur un banc au bord de l'eau. Chloé parlait de l'université de Rennes, de la semaine d'orientation, des livres sur sa liste de lecture, de sa future camarade de chambre avec qui elle échangeait des mails. Je l'écoutais. La bague à ma main droite captait le reflet de l'eau. Chloé s'est tournée vers moi, sa voix était légère, comme quand elle avait 6 ans et qu'elle me demandait de lui apprendre un mot en français. « Maman, apprends-moi » la phrase entière. J'ai regardé le lac, puis je l'ai regardée elle. Pour Isabelle, ma fille aînée, maman. Elle l'a répété doucement, elle avait l'accent. Elle l'avait depuis ses 9 ans, assise au pied du lit d'hôpital de ma mère. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» elle a demandé. Je l'ai dit lentement. Ça veut dire, pour Isabelle, ma fille aînée, maman. Elle a hoché la tête, elle a pris ma main. On est resté là longtemps. Ce soir-là, après le lac, j'ai ramené Chloé à ses réunions de préparation au lycée. Je suis rentrée seule. Mon appartement était silencieux. Je me suis assise par terre dans mon salon, la bague à la main droite, et j'ai lu la gravure à voix haute pour personne. Pour Isabelle, ma fille aînée, maman. Je l'ai dit 3 fois. La 3e fois que je l'ai dit, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas compris à la banque. Ma mère n'écrivait pas une défense pour que je m'en serve 20 mois plus tard. Elle écrivait une phrase que je lirai pour le reste de ma vie. La bague n'est pas l'héritage. La phrase, c'est l'héritage. Je veux vous dire ce que j'ai compris, parce que je crois que c'est peut-être pour ça que vous êtes encore là. La vérité est patiente. Elle attend dans les endroits où la mémoire ne peut pas l'effacer, dans le métal, dans une écriture à la main, dans un reçu daté 3 jours après un coup de téléphone, dans un message vocal gardé pendant 20 mois sans jamais être écouté jusqu'au bout. La vérité n'a pas besoin de crier, elle attend que quelqu'un dans votre vie pose la bonne question, doucement. Si votre mère vous a nommé d'une façon que le monde n'a pas encore remarquée et que vous ne savez pas où ce nom se trouve ou s'il a survécu à sa mort, je veux que vous sachiez ceci. Cherchez dans les petits endroits, dans le fond d'un tiroir à recettes, à l'intérieur d'un anneau, dans le message que vous avez gardé mais jamais vraiment écouté jusqu'à la fin. Ce nom est peut-être là. Il a peut-être toujours été là. Une famille, ce ne sont pas les gens qui vous accordent le plus d'attention. Ce ne sont pas ceux qui s'assoient le plus près de votre père à l'enterrement. Une famille, ce sont les gens qui choisissent d'écrire votre nom dans le seul endroit où on ne peut pas l'effacer. Même quand la pièce est bruyante, même quand l'accusation est forte, même quand la sœur à côté de vous est celle qui vous dit gentiment de ne pas ouvrir le sac. Faites-les décrire ce qu'ils ont pris, devant des témoins, à voix haute, avec confiance. Laissez-les dire le mot « jamais ». Laissez-les vous expliquer que rien n'a été ajouté depuis 1978, depuis 1992, depuis le jour où ils ont décidé que vous étiez le genre d'aîné qui absorberait tout ce qu'on poserait sur elle. Et puis, quand vous êtes prête, calmement, vous plongez la main dans cette petite boîte en cuir qui contient votre vie, et vous lisez à voix haute la phrase que votre mère y a écrite avant de mourir. Elle vous a nommé, elle vous a toujours nommé. Avant de terminer, une dernière chose. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, partagez-la avec quelqu'un qui a porté ce que ses frères et sœurs ont refusé de porter. Laissez-moi un commentaire avec un seul mot, nommer, si vous avez été la fille que votre mère a choisie en silence, même quand personne autour de vous ne le voyait. Et abonnez-vous si vous voulez que je continue à raconter des histoires qui ne se terminent pas par des excuses, mais par le lac, et la fille, et le mot que votre mère a écrit là où personne ne pouvait l'effacer. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Isabelle, j'ai 41 ans, et ce soir, pour la première fois en 20 mois, je suis la fille que ma mère a nommée.